Bonjour, donc ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une partie de mon doctorat en fait qui a porté sur les besoins des parents qui ont un trouble de personnalité limite et de leurs intervenants, vraiment spécifiquement durant la période périnatale. La période périnatale, il y a plusieurs définitions. Nous, on a choisi d'y aller quand même assez large. Donc, nous, on s'est intéressé aux parents de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc, aujourd'hui, les objectifs de la présentation, ça va être de vous présenter en premier plan les besoins spécifiques des parents qui ont un TPL durant la période périnatale, puis ensuite de vous présenter les besoins spécifiques de formation de leurs intervenants. Mais c'est sûr qu'avant ça, pour bien comprendre leurs besoins, il faut comprendre le contexte et les enjeux dans lesquels ils se retrouvent dans leur parentalité. Je pense que j'ai arrêté le partage. Donc, on y va. Donc, il faut comprendre que les parents qui ont un trouble de personnalité limite se retrouvent plus souvent à débuter leur parentalité dans un contexte assez précaire. Donc, c'est un enchevêtrement de circonstances qui donne ces circonstances-là, puis on va aller les voir un petit peu plus en détail chacun. Donc, premièrement, il faut prendre en compte que c'est des parents qui ont davantage des vécus d'abus fréquents dans leur enfance, puis quand même assez régulièrement par un donneur de soins. Ensuite, on va rajouter leur symptomatologie associée au trouble de personnalité limite, donc dont la peur de l'abandon, la dysrégulation émotionnelle et l'impulsivité. On va ajouter à cela le fait qu'ils ont plus souvent un faible réseau social, qui sont les personnes parmi les plus stigmatisées par le système de soins qui est là pour les aider. Et on rajoute là-dessus des intervenants qui sont débordés et épuisés. Donc, on comprend que c'est une situation qui est assez précaire au niveau de leur parentalité. Euh, on va prendre euh, chaque bloc un à la fois. Donc, pour comprendre davantage le vécu d'abus fréquents dans l'enfance, il faut comprendre qu'un trouble de personnalité limite se développe, hein. Donc, on ne naît pas avec ce trouble-là. On est avec une vulnérabilité émotionnelle à la base qui va faire en sorte que les personnes qui ont ce trait-là vont avoir des réactions émotionnelles qui vont être plus fortes, plus fréquentes et qui vont avoir plus de difficultés à revenir à un niveau de base que les personnes habituelles. Donc, ça va faire être en sorte des gens qui semblent constamment activés émotionnellement. Mais combiné à ça, c'est des personnes qui vont avoir vécu dans des environnements invalidants. Un environnement invalidant, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement où on discrédite l'expérience émotionnelle de la personne. Donc, on dit qu'elle n'a pas raison de se sentir comme ça, qu'elle exagère, que ses émotions ne sont pas valides. On va banaliser, ignorer ou punir l'expression des émotions. Et ça peut inclure de l'abus et de la négligence. Donc, quand on comprend ça, on comprend que les gens qui en viennent à développer un trouble de personnalité limite ont souvent vécu des abus ou de la négligence dans leur... En effet, les parents qui ont un trouble de personnalité limite rapportent moins de soins parentaux et plus d'inconstance parentale que eux ont reçu en tant qu'enfants. Puis 91% des personnes ayant un TPL ont vécu de l'abus dans leur enfance, donc c'est la grande majorité. Qu'est-ce qui arrive quand on a vécu de l'abus dans notre enfance? C'est qu'on n'a pas un modèle parental nécessairement qui est optimal. Et on va en parler plus tard, mais on peut en garder plusieurs symptômes qui vont venir vraiment jouer sur notre parentalité. Ensuite de ça, il y a les symptômes en soi du trouble de personnalité limite qui vont venir interférer avec l'exercice de la parentalité. Donc, je vous ai mis ici les symptômes principaux du trouble de personnalité limite et on va voir comment ils impactent la parentalité. Donc, la caractéristique majeure du trouble de personnalité limite, c'est la difficulté de régulation des émotions. Euh, pour ceux qui sont parents ici, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a fait vivre des émotions de l'intensité que celles que vos enfants vous ont fait vivre? Donc, être parent, là, ça nécessite des excellentes capacités de régulation émotionnelle, non seulement parce qu'on vit des émotions qu'on n'a jamais vécues auparavant, mais également parce qu'on n'a pas juste seulement besoin de se réguler maintenant. On doit être suffisamment régulé pour être capable de réguler une autre personne. Donc, c'est un niveau qui est encore plus complexe de régulation émotionnelle. Un des symptômes aussi que les personnes qui ont un trouble de personnalité limite vont souvent vivre, c'est la dissociation. Donc, des épisodes où ils sont coupés cognitivement et affectivement des situations et
un enfant, surtout un jeune enfant, ça a besoin d'une grande disponibilité émotionnelle et cognitive de son parent. C'est des parents qui vont être davantage impulsifs et on sait qu'un enfant, ça a besoin de routine et de stabilité. C'est des parents qui vont vivre beaucoup d'instabilité dans les relations sociales, mais particulièrement les relations sociales qui vont être difficiles, c'est les relations de proximité. Hein, c'est les relations avec les gens desquels ils sont très proches. Et quelle relation il y a de plus grande proximité, de plus grande intensité que celle qu'on a avec notre enfant? Les parents qui vont souvent vivre avec un vide identitaire, mais malgré la fusion initiale avec l'enfant, l'enfant est un être indépendant qui ne peut pas combler ce vide, donc ça peut être assez difficile comme vécu pour ces parents-là. Et le trouble de personnalité limite vient avec une hypersensibilité au rejet. Donc, ils ont peur d'être abandonnés, ils ont peur que les personnes qui sont proches d'eux les laissent. Et élever un enfant, c'est l'aider à se détacher progressivement de nous, à devenir de plus en plus indépendant. Donc, ça les met vraiment dans une posture qui sont difficiles pour ses parents. Également, le réseau social. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant, mais ces parents-là se retrouvent souvent sans village stable et assez solide. Donc, ils ont plus souvent un conjoint absent ou abusif. Ils ont de la difficulté à maintenir un soutien social plus large, donc avec la famille élargie, avec des amis stables. Puis, la relation avec les autres adultes significatifs autour de l'enfant, comme les intervenants, les éducateurs en enfance, va être marquée par des conflits. Finalement, euh, les personnes qui ont un trouble de personnalité limite sont les personnes les plus stigmatisées par les intervenants en santé mentale. Un niveau de stigmatisation qui a été démontré qui affectait les soins reçus et la qualité. Ils sont plus souvent blâmés par leurs symptômes, donc on va dire que c'est de leur faute, c'est de leur choix, qu'ils agissent de cette façon-là. Puis souvent, ils vont recevoir l'étiquette de manipulateur ou de recherchant l'attention, qui fait en sorte qu'ils ne pourront pas avoir les meilleurs services, les meilleures alliances thérapeutiques qu'ils pourraient avoir. Et finalement, je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants parmi nous, donc je vous apprends rien en vous disant que les intervenants en ce moment sont débordés, épuisés. Donc, il y a une grande pénurie de personnel actuel. Les cas pris en charge sont de plus en plus lourds. Il y a énormément d'intervenants qui travaillent avec cette clientèle-là qui se décrivaient comme étant près de l'épuisement professionnel et qui décrivaient que même si c'était une partie importante de la population qu'ils aidaient, ils avaient uniquement reçu une formation qui était minimale en ce qui concerne le trouble de personnalité limite. Excusez-moi. Heureusement, on a des interventions qui sont efficaces pour les aider, ces parents. Au Québec, donc même à l'UJD plus précisément, il y a le programme Mon enfant et moi qui a été implanté pour les parents qui sont intenses et sensibles, donc qui ont des traits du trouble de personnalité limite, mais qui n'ont pas nécessairement le diagnostic, qui n'ont pas nécessairement envie de s'identifier avec ce diagnostic-là, et qui ont un enfant de 3 à 12 ans. C'est 8 rencontres de groupe pour les parents et 9 heures de formation pour les intervenants qui les soutiennent au quotidien, basées sur la thérapie dialectique comportementale et l'apprentissage expérientiel. Donc, ce programme de groupe-là a démontré des effets euh, très intéressants, très prometteurs. Par contre, il vise les parents d'enfants de 3 à 12 ans. Et nous, on pense que c'est important d'intervenir encore plus tôt que 3 ans. Pourquoi intervenir pendant la période périnatale? Parce que l'attachement, ça commence pas uniquement à la naissance, hein, ça commence bien avant ça. Donc, les développements des représentations mentales qui serviront de base à l'attachement sont présentes même avant l'arrivée de l'enfant. Aussi, on sait que la période de périnatale, c'est une période de forte dépendance et de proximité avec l'enfant. Donc, c'est une période qui est assez intense avec les enfants. Les études nous suggèrent aussi que même si c'est une période qui est assez exigeante, la période périnatale, c'est une période d'ouverture au changement pour le parent. Tout parent veut le mieux pour son enfant et les personnes qui ont un trouble de personnalité limite également. Donc, c'est une période où ils vont vouloir s'engager dans les comportements plus positifs puis être prêts à changer certaines habitudes qui étaient plus récalcitrantes pour le bien de leur enfant. Puis également, il y a un large consensus au niveau de la littérature scientifique qui sait qu'au niveau du rapport coût-efficacité, c'est beaucoup plus efficace d'agir en prévention ou de façon précoce que d'agir plus tard dans la vie de l'enfant. Donc, la période 0-3 ans, c'est vraiment une période charnière pour l'intervention. En sachant tout ça,
mon projet de doctorat, on a décidé que ce serait d'adapter la période, le programme Mon enfant et moi, pour les enfants, qui est offert maintenant aux parents d'enfants de 3 à 12 ans, mais de l'adapter à la période périnatale. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on en sait très peu sur les besoins qui sont spécifiques durant cette période. On, s- on- on se doutait bien qu'ils étaient différents parce que être parent d'un nouveau-né puis être parent d'un enfant de 10 ans, ce n'est pas la même chose, c'est pas les mêmes habiletés puis c'est pas les mêmes stratégies qui peuvent fonctionner. On avait besoin d'en comprendre davantage sur c'était quoi les besoins spécifiques. Donc, pour mieux comprendre les enjeux spécifiques à la période périnatale, on a fait d'abord une revue de portée. Donc, on est allé voir, on a pris toute la littérature, puis qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on sait concrètement sur les besoins de ces parents-là pendant la période périnatale. Puis ensuite, on a fait aussi des entrevues semi-dirigées. Donc, on a rencontré 8 parents, 13 intervenants et 5 gestionnaires pour les questionner spécifiquement sur les besoins dans la période périnatale. Et tant les parents nous ont informés sur les besoins de formation qu'ils percevaient pour les intervenants, qu'ils nous ont informés sur leurs propres besoins et vice-versa. Donc, je vais vous présenter quelques résultats de la revue de portée. Pour ce qui est des résultats, c'est certain qu'aujourd'hui, en 45 minutes, je ne pourrais pas vous présenter tous les résultats. Je choisis quelques résultats qu'on va pouvoir discuter plus en profondeur. Puis, vous pouvez toujours nous contacter ou qu'on vous mette en référence les articles complets pour si vous êtes intéressé à avoir davantage les détails. Donc, ce qu'on s'est rendu compte au niveau des difficultés, des besoins des parents qui ont un trouble de personnalité limite dans la période périnatale, c'est que ça couvre, c'est assez large, puis ça couvre vraiment une variété de domaines parentaux. Donc, au niveau de répondre aux besoins des parents, de l'enfant, ce que la littérature nous disait, c'est des parents qui avaient la difficulté à respecter les signaux de satiété. Donc, des enfants qui étaient nourris pas nécessairement au moment où ils avaient faim ou pas nécessairement dans les quantités qu'ils avaient besoin. Et de respecter le rythme de sommeil de l'enfant, c'était difficile. Donc, des parents qui avaient tendance à les coucher trop tard ou même à les réveiller pour des raisons qui leur convenaient à eux, puis qui n'étaient pas nécessairement collées sur le besoin de l'enfant. On voyait aussi des difficultés dans le fait de jouer avec l'enfant. Donc, d'adapter le jeu aux capacités de l'enfant, ça demande quand même un grand effort de mentalisation. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui intéresse mon enfant, où est-ce qu'il se situe dans son développement, puis que je réussisse à trouver un jeu qui est adapté. Et aussi au niveau de la fréquence, hein, la littérature témoignait de parents qui étaient tellement fréquemment envahis par des situations émotionnelles ou cognitives qui ne trouvaient pas nécessairement le temps dans leur quotidien pour vraiment s'asseoir puis jouer avec l'enfant. Au niveau de faciliter les apprentissages de l'enfant, ce que la littérature nous témoignait, c'était des parents qui avaient de la difficulté à laisser l'enfant explorer. Donc, qui avaient tendance à vouloir garder l'enfant très proche d'eux, puis ne pas suffisamment le laisser aller faire ses expériences par lui-même, même si on sait que c'est absolument fondamental dans le développement de l'enfant, et à être constant dans les consignes. Pour ce qui est de fournir un soutien émotionnel et une stabilité, les parents dont plusieurs avaient de la difficulté à identifier adéquatement les signaux, surtout les signaux affectifs de l'enfant, et à démontrer de l'affection. Mais ce qui se dégageait principalement de la revue de portée, c'est pas des parents qui étaient incapables de faire les tâches parentales. C'est des parents qui pouvaient être très, très compétents pour changer la couche, donner un biberon, faire les soins de base de l'enfant. Ce qui était difficile, c'est de le faire à chaque fois et au bon moment. Donc, les conclusions de la revue de portée sur qu'est-ce qu'on devrait sur quoi on devrait se centrer pour bien soutenir ces parents-là. Premièrement, il faut les aider à être suffisamment disponibles cognitivement et émotionnellement. Parce que ce que la littérature suggère, c'est que ce n'est pas nécessairement des parents qui sont incapables de comprendre les signaux de l'enfant ou les besoins de l'enfant, mais qui deviennent tellement envahis par leur dysrégulation émotionnelle, par les conflits avec l'entourage, par les situations de précarité dans lesquelles ils se retrouvent, qui n'ont pas la disponibilité pour être sensibles, bien sensibles à l'enfant. La deuxième conclusion, c'est qu'il faut les soutenir dans le fait de réduire les comportements qui sont dictés par l'humeur. Donc ça, c'est un trait qui est très typique du trouble de personnalité limite. Donc, si maman a une bonne humeur aujourd'hui, tout est permis. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle, on peut faire tout ce qu'on veut. Par contre, si maman va pas bien cette journée-là, il faut que le silence règne dans la maison. Donc, faut les aider à prendre des décisions
qui sont davantage indépendantes de leur humeur pour qu'il y ait une stabilité puis une cohérence au niveau de leurs enfants. Il faut les aider à encourager l'autonomie de l'enfant tout en tolérant la dépendance. Donc ça, c'est une ambivalence qui est très difficile pour eux. Il y a aussi plusieurs interprétations erronées faisaient des comportements de l'enfant. Donc, de porter des attributions, des intentions malveillantes à l'enfant, comme il fait exprès, il pleure pour me déranger, il voit que je suis assise tranquille, fait qu'il veut que je me lève. Donc, il faut les aider à être capables de modifier certaines croyances en lien avec l'enfant et aussi, très important, être capable de développer un réseau social supportant. On va y revenir aussi plus en détail avec les résultats des entrevues. Donc, maintenant, je vais vous parler vraiment en détail des résultats des entrevues qu'on a faites avec, comme je vous disais, 8 parents qui ont les traits du trouble de personnalité limite sans nécessairement avoir reçu un diagnostic et leurs 13 intervenants qui œuvrent dans des milieux différents, dont le CLSC et la protection de la jeunesse. Euh, Quelque chose qu'on a remarqué dans la revue de portée en faisant l'éventail de la littérature, c'est qu'on trouvait beaucoup d'articles sur les difficultés des parents, mais on n'en avait trouvé aucun sur leurs forces. Donc, nous, on a eu envie de comprendre c'est quoi les forces de ces parents-là. C'est quoi des atouts que, qui, par le parcours qu'ils ont vécu avec le trouble de personnalité limite, peut vraiment venir les aider dans l'exercice de leur parentalité, puis qu'on pourrait capitaliser dessus. Donc, quand on questionnait les intervenants à ce sujet-là, puis même ça transparaissait dans le récit des parents, c'est des parents qui avaient une grande volonté à offrir le meilleur pour leurs enfants et à ne pas reproduire ce qu'eux avaient vécu. Donc ça, c'était un levier thérapeutique très puissant pour plusieurs. Plusieurs, en fait, tous les parents qu'on a rencontrés qui étaient suivis au CLSC, c'est eux-mêmes qui avaient fait la demande pour avoir de l'aide, pour avoir des services qui avaient été frappés à différentes portes pour être entendus, puis que leurs enfants reçoivent les services qu'ils avaient besoin. Et plusieurs parents disaient, je veux faire mieux que mes parents, je veux faire différemment que mes parents, je veux que mon enfant ait une meilleure relation que je l'ai eue avec mon parent. Donc, ça devenait vraiment une motivation précieuse quand on capitalisait là-dessus pour les engager vers un changement. C'est des parents aussi qui étaient vraiment capables d'être authentiques lorsqu'ils étaient dans un climat de confiance. Donc, pas nécessairement au début de la relation où, bon, on peut être méfiant pour toutes sortes de raisons, mais une fois que l'alliance était établie, c'est des parents qui étaient capables de se livrer, de se confier, d'être honnêtes avec leurs intervenants et de reconnaître les erreurs ou en fait ce qui faisait qu'ils étaient peut-être pas optimal. C'était des parents aussi que, contrairement à certaines croyances, étaient très sensibles quand ils étaient dans un état de disponibilité suffisant, puis que c'était des choses qui faisaient écho à leur vécu. Donc, ils étaient capables de se montrer très sensibles à leurs enfants quand c'était des choses qui leur parlaient, puis on prenait soin de leur disponibilité. Et c'est des parents qui se formaient une identité positive à travers la parentalité. Donc, pour plusieurs, la parentalité, ça va être un motivateur pour prendre soin d'eux ou encore rentrer en relation avec d'autres mères, se recréer un nouveau réseau autour de la maternité. Pour plusieurs, la grossesse avait été super positive sur leur image corporelle. Ça les avait aidés à avoir une meilleure vision de leur corps parce qu'ils sentaient que leur corps avait un rôle social, avait une fonction. Elles se trouvaient belles enceintes, elles trouvaient que leur corps était fort. Donc, pour plusieurs, la maternité, cette transition-là, ça a été vraiment une période favorable pour la formation de leur identité quand elles étaient bien accompagnées dans des bons contextes. Donc, comme intervenant, j'ai envie de vous dire, ne nous concentrons pas uniquement sur les difficultés, mais prenons en note ces forces-là aussi, puis voir comment on peut vraiment s'en servir comme un levier dans notre intervention. On a considéré les forces, mais on a aussi considéré quels étaient les enjeux qu'ils ont vécu dans leur période périnatale. Puis on en a fait 5 grands thèmes dont on va parler un petit peu de chaque thème. Donc, la première difficulté pour ces parents-là, c'est vraiment de comprendre ses réactions en tant que parent, parce que c'est des réactions qui étaient nouvelles, et prendre soin de soi à travers sa parentalité. Bien comprendre son enfant, prendre soin de sa relation avec l'enfant,
entretenir des relations harmonieuses avec l'environnement social et finalement se projeter. Donc, plus précisément, ces parents-là avaient besoin de soutien, d'accompagnement dans le fait de comprendre les impacts des traumas antérieurs sur leur parentalité actuelle. La grossesse, la transition, les premiers temps comme parents, c'est une période de changement d'identité et c'est une période où les parents vont beaucoup revisiter naturellement la relation qu'ils ont eue avec leurs propres parents. Quand cette relation-là a été marquée par l'abus ou la négligence ou une certaine froideur émotionnelle, euh, c'est un parcours qui est assez difficile. Puis, quand on a des modèles parentaux qui sont inadéquats, on est à risque de les reproduire ou au contraire d'aller dans un autre extrême qui ne sera pas nécessairement bien pour nos enfants. Donc, pour les parents, c'était vraiment important de prendre un temps d'arrêt, puis de comprendre comment ce qu'ils ont vécu influençait la façon dont ils étaient parents en ce moment. Euh, les parents ont aussi nommé que les difficultés de régulation émotionnelle étaient grandes dans la période périnatale. Pour ceux qui ont eu des bébés récemment, euh, entendre un enfant pleurer toute la nuit puis qu'on n'est pas capable de le calmer, qu'on comprend pas ce qu'il y a, c'est même pour quelqu'un qui pense qu'il a d'excellentes capacités de régulation émotionnelle, c'est difficile. Donc, ça leur faisait vivre beaucoup de sentiments d'échec, de ne pas être suffisamment bon. Puis, euh, également, le défi dans la période périnatale, c'est que plusieurs parents, leur stratégie qui fonctionnait en temps normal pour se réguler, comme prendre une pause, aller prendre un bain, voir des amis, faire du sport, est plus aussi facilement accessible comme stratégie durant la période prénatale où il y a quelqu'un qui a besoin de toi constamment. Donc, ils se retrouvaient à devoir développer de nouvelles stratégies, mais dans un contexte où c'est encore plus difficile que d'habitude. Donc, vraiment, il y avait besoin de soutien pour mieux comprendre leurs émotions et les réguler plus efficacement. Euh, c'est facile de s'oublier aussi pendant la période périnatale. Donc, plusieurs ont dû réapprendre à prendre soin d'eux pour être capables de prendre soin de l'enfant parce qu'ils n'étaient pas capables de prendre soin de l'enfant quand eux, leur réservoir, leur batterie était complètement à vide. Ensuite, un enjeu qui était important, c'était au niveau de bien comprendre son enfant. Donc, c'est des parents qui avaient besoin d'accompagnement pour bien comprendre les étapes normales du développement pour avoir des attentes réalistes. Donc, on avait plusieurs témoignages de parents ou d'intervenants qui témoignaient de parents qui avaient des attentes qui étaient beaucoup trop élevées envers leurs enfants pour ce qui est de l'âge de l'enfant. Donc, des enfants qui souhaitaient que, ben, à 6 mois, l'enfant ne les dérange plus la nuit ou qu'il soit autonome très rapidement, tandis que l'enfant n'était pas rendu là. Euh, ce qui témoigne quand même peut-être de plusieurs choses, hein. Certains parents nous disaient qu'ils ont dû eux-mêmes grandir très rapidement dans le contexte familial dans lequel ils ont évolué. Donc, c'était difficile de comprendre par la suite pourquoi mon enfant, lui, fait pas ce vieillissement prématuré que moi, j'ai dû faire. Mais également, ça témoignait d'un besoin de répit, hein. Ça témoignait d'un besoin de... J'ai besoin d'un repos de ce rôle parental-là, puis il y a certaines tâches que je trouve trop lourdes pour le moment. Des parents aussi qui avaient de la difficulté à interpréter et à répondre adéquatement aux besoins de l'enfant. Particulièrement, les besoins affectifs étaient plus difficiles à saisir pour eux. Donc, des exemples de ça, c'était par exemple des témoignages d'enfants qui étaient suralimentés parce que qu'un bébé qui pleure, c'est un bébé qui a faim. Tandis que tout ce qui est le besoin de proximité, le besoin de réconfort était plus difficile à saisir. Puis c'est encore plus difficile quand l'enfant ne parle pas. Parce que là, on ne pouvait pas avoir accès au verbal, il fallait vraiment décoder à travers les pleurs. Donc, c'est des parents qui avaient besoin d'être soutenus à travers de ça. Un enjeu majeur de la période périnatale, c'est l'ambivalence d'en permettre à la fois l'exploration et la recherche de proximité. Puis ces deux pôles-là étaient marqués d'ambivalence pour ces parents. Donc, au niveau de permettre l'exploration, il y a plusieurs parents qui étaient craintifs qu'elle a difficulté à laisser le contrôle, ne serait-ce qu'à l'autre parent ou à laisser le contrôle à l'enfant de se déplacer dans l'environnement. Et au contraire, l'envie que l'enfant soit très autonome et qu'il fasse les choses par lui-même. Donc, cette ambivalence-là était difficile tant pour le parent que pour l'enfant. C'est plus tout à fait quel pied danser.
puis ça peut être fluctuable d'un contexte à l'autre ou d'un moment à l'autre. La même violence était marquée par la recherche de proximité. Donc, plusieurs parents étaient très bien dans la fusion avec l'enfant, dans cette grande proximité-là, jusqu'à temps qu'ils se sentent envahis. Et là, que la proximité de l'enfant, quand c'était pas au moment voulu ou de la façon voulue, devenait dérangeante. Donc, de trouver le juste équilibre entre permettre l'exploration et la recherche de proximité, c'était tout qu'un défi. Le troisième grand thème, c'est prendre soin de sa relation avec l'enfant. Donc, avoir du plaisir avec l'enfant, c'était particulièrement difficile pour ces parents-là pendant la période du jeune âge. C'est des parents qu'on voyait moins à l'aise dans des jeux libres, non structurés. Quelque chose comme un jeu de société, c'était beaucoup plus rassurant pour eux, où il y avait des règles, où il y avait du concret. Tandis que d'être dans l'imaginaire, hein, ou dans les jeux qu'on peut faire d'imitation avec un enfant de quelques mois, sans intermédiaire à la relation, on est directement soit en relation avec l'enfant, puis c'est porté par cette espèce de spontanéité-là, ça peut être menaçant pour plusieurs. Donc, il y avait cet aspect-là de je ne sais pas trop comment jouer, puis j'ai la difficulté à me laisser porter dans le jeu dans le type de jeu qu'on fait avec un enfant de quelques mois. Autant il y avait la question de disponibilité. Donc, comme je disais précédemment, c'est des parents qui sont très envahis par leur intensité émotionnelle, par les conflits, par les situations de précarité dans lesquelles plusieurs se retrouvent. Donc, après ça, de trouver le temps juste pour chatouiller, euh, puis rire avec leur enfant, il n'y avait pas tout ce temps ou cette disponibilité-là. Également, c'était des parents qui avaient de la difficulté à établir et maintenir une routine. Donc, les routines étaient très variables, aléatoires, puis déterminées par l'humeur du parent. Et finalement, c'était des parents qui pouvaient avoir de la difficulté à mettre leurs limites. De un, parce elle était fluctuante. Donc, si le parent était content, il n'y avait pas de limite. Si le parent se sentait moins bien, il y avait des limites très rigides. Ou au contraire, il se sent trop envahi, donc là, il ne met plus aucune limite. Ou encore, c'était des parents qui toléraient beaucoup jusqu'à arriver à un point de cassure où là, tomber dans les menaces et les conséquences qui étaient disproportionnées par la situation. Également, un enjeu qui était super important dans le fait de mettre ses limites, c'est euh, dire non à l'enfant, voir la colère de l'enfant face à notre réaction de dire non, hein. Si vous avez déjà dit non à un enfant de 2 ans, vous savez que c'est rare que ça fait leur bonheur, hein, puis qu'ils peuvent être assez expressifs dans leur désaccord. Ben, pour plusieurs parents, c'est interprété comme du rejet, hein, puis qu'un bon, que si je mets des limites à mon enfant, si je lui dis non, il m'aimera plus et qu'un bon parent ne vit pas de confrontation avec son enfant. Donc, c'était des croyances qui étaient erronées qu'il fallait déconstruire puis solidifier que non, au contraire, mettre des limites avec un enfant, c'est renforcer le lien de confiance qu'il y a avec son parent. Euh, un point qui était majeur aussi, c'était d'entretenir des relations harmonieuses avec l'environnement social de l'enfant. Parce qu'on sait que la période périnatale, c'est une période qui est très instable au niveau des conjoints. Donc, parmi les 8 mères qu'on a rencontrées, 5 étaient plus avec le père de l'enfant alors que l'enfant était âgé de 3 ans et moins. Puis, c'était vraiment quelque chose qui était très récurrent dans le discours des intervenants qui rapportaient les situations de parents. Donc, soit un conjoint qui est complètement absent ou, au contraire, un conjoint qui va et qui vient. Et dans nos entrevues, les questions portaient majoritairement au niveau de la relation avec l'enfant, puis des difficultés en lien avec l'enfant, mais les conflits avec le conjoint prenaient vraiment une part importante des entrevues avec ces parents-là. Donc, c'était difficile pour eux de s'entourer de personnes soutenantes, donc tant de bâtir une relation stable et durable avec le conjoint, mais aussi de mettre fin à des relations qui étaient toxiques et de plusieurs fois marquées par la violence conjugale. Puis également de s'entourer à l'extérieur du conjoint, d'aller chercher des amis, la famille qui vont être stables, ou encore de s'entourer d'organismes communautaires pour bien les soutenir. Puis le soutien qu'ils avaient besoin de développer, c'était autant du soutien émotionnel que du soutien vraiment concret. Quelqu'un pour faire la vaisselle, pour changer les couches, pour donner un biberon la nuit. Donc, ils ont vraiment besoin, comme tout parent en fait, là, mais on a besoin d'un réseau complet pour soutenir l'enfant. Puis,
C'est important de développer des habiletés de communication et de résolution de conflits euh, avec l'environnement social de l'enfant. Donc, plusieurs nous ont fait part de séparations houleuses où la communication était très difficile et qui n'arrivaient pas à s'entendre avec le parent. Il y avait aussi des conflits qui étaient fréquents avec les intervenants ou avec les milieux de garde de l'enfant et qui nuisaient au fond au soutien qu'ils pouvaient obtenir de l'enfant. Donc, ces difficultés-là venaient renforcer l'isolement de ses parents. Finalement, une autre difficulté importante, c'est le fait de se projeter. Plusieurs, dans les entrevues qu'on faisait avec les parents, on avait très peu de accès à comment ils se représentaient l'enfant pendant la grossesse. C'est une des tâches psychologiques normales de la grossesse. On commence à faire exister l'enfant pour les autres, hein. La mère va commencer à se visualiser, on pense son enfant qu'elle, comme mère, comment qu'elle va être, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, de faire des fantaisies sur l'enfant. Euh, pour eux, c'était très difficile. Puis souvent, les intervenants disaient, ils nous en parlent pas de la grossesse, on ne sait pas vraiment qui vivent à part des mots physiques très concrets, mais on a la difficulté à avoir accès à leur monde émotionnel qui entoure le bébé pendant la grossesse. Euh, quand on avait accès à certaines représentations, c'était des représentations qui étaient très idéalisées. Donc, vraiment des lunettes roses, tout va bien aller. Quand je vais avoir mon enfant, tous mes problèmes vont se régler. J'en aurai pas de difficulté, ça va être facile d'avoir mon enfant. Également, l'autre difficulté qu'il y avait, c'était euh, être parent, c'est faire des actions maintenant pour avoir des résultats dans le futur, particulièrement pendant la période périnatale. Ce qu'on fait, c'est vraiment semer des graines pour plus tard ou bâtir des apprentissages qui vont aboutir dans l'âge un peu plus vieux. Donc, pour ces parents-là, de choisir des actions maintenant en ayant conscience de qu'est-ce que ça va donner dans le futur, ça pouvait être un enjeu dans lequel il y avait besoin de soutien. Désolée. Au niveau des intervenants, euh, les résultats de nos entrevues suggèrent que, au fond, les besoins de formation pour les intervenants ne diffèrent pas tant que ça dans la période périnatale versus quand ils interviennent auprès de parents d'enfants qui ont de 3 à 12 ans. Les différences majeures, c'est la pression supplémentaire dans l'évaluation des risques pour l'enfant. Donc, quand ils interviennent auprès de familles où les enfants sont plus jeunes, ben, c'est sûr que la notion de vulnérabilité de l'enfant est plus grande, puis la notion de temps avant de prendre une décision sur le projet de vie de l'enfant est plus serrée. Donc, euh, ces parents, ces intervenants-là avaient besoin d'outils pour s'auto-réguler, puis pour être capable de prendre des décisions qui étaient éclairées. Par contre, euh, même s'ils en avaient besoin peut-être de façon plus intense, les outils dont ils avaient besoin étaient les mêmes que ceux proposés dans la formation pour les parents, pour les intervenants auprès d'enfants de 3 à 12 ans. Un enjeu qui était particulier aux plus jeunes, surtout en fait aux enfants de 1 an et demi et moins, c'est la difficulté à équilibrer la place aux parents et à l'enfant au sein d'une rencontre avec l'intervenant. Plusieurs plusieurs intervenants rapportaient que les parents avaient tendance à prendre beaucoup de place parce qu'ils vivent énormément de souffrance puis ils ont d'instabilité, donc ils ont besoin d'en parler et que c'était facile d'oublier l'enfant durant la rencontre. Surtout quand plusieurs enfants euh, rencontrés par ces intervenants-là montraient des signes de dissociation, donc ils semblaient un petit peu plus amorces et faciles, donc c'était encore plus facile pour eux d'oublier l'enfant pendant la rencontre. C'est très important aussi de donner la place aux parents pendant la rencontre. Donc, les intervenants ont besoin de soucis pour comment j'atteins ce fragile équilibre entre je donne la place aux parents et je garde en tête l'enfant durant la rencontre. Pour les intervenants aussi, ça peut être plus difficile de faire la différence entre valeur et fait durant la période périnatale. On a tout un imaginaire très fort de c'est quoi un parent idéal pendant la période 0-3 ans, puis tout le monde a ses croyances et ses convictions, hein.
tout le monde a une opinion différente sur l'allaitement, le cododo, le portage, hein, j'en nomme juste quelques-uns, les purées ou pas les purées, mais on a tous certaines croyances très fortes au niveau de c'est quoi un parent idéal euh, pendant la période périnatale. Puis ça vient souvent davantage toucher une corde sensible parce que l'enfant est très vulnérable. Mais l'intervenante le disait très bien, notre travail, c'est pas de déterminer si c'est un parent idéal. Notre travail, c'est de déterminer si c'est un parent qui est suffisamment bon. Puis pour faire ça, il faut être capable de se distancier de nos valeurs puis de se baser sur les faits. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce, qu'est-ce qui en est réellement de la sécurité puis du développement de cet enfant? Pour ça, ça prend tout un travail. Il faut que l'intervenant soit capable de se connaître, de connaître ses préjugés, ses valeurs, d'être capable de se voir aller en intervention, puis de développer des bonnes capacités d'analyse. Donc, ça nécessitait un soutien important. Euh, Également, une difficulté que les intervenants souhaitaient avoir du soutien, c'est comment maintenir le cap sur les objectifs à long terme. Donc, les intervenants rapportaient que c'était facile de se laisser un peu happer par la tempête des urgences ou des besoins ponctuels qui surviennent dans la vie de ces parents-là qui ont besoin d'aide, mais qu'en même temps, si on fait ça, on ne travaille pas sur les objectifs de fond. On ne travaille pas sur vraiment l'attachement, le développement des compétences parentales. Si on n'est qu'en train de régler des questions de logement, qu'on n'est qu'en train de régler l'épisode de distribution émotionnelle de la semaine. Donc, c'était difficile pour les parents de... Je laisse le temps aux parents pour ces urgences-là, puis j'y offre les ressources ou les soutiens qu'ils ont besoin, mais je n'oublie pas mes objectifs à long terme, puis je garde le cap de mon plan d'intervention puis de mes séances. Euh, Également, ça, c'est un besoin de formation pour les intervenants, mais qui a été beaucoup soulevé par les parents. Donc, les intervenants doivent être amenés à ne pas seulement considérer un enfant quand ils considèrent le plan d'intervention. C'est pas un plan d'intervention qui est fait pour un enfant dans une bulle. C'est un enfant qui a un parent qui a un vécu qui leur est propre, puis qui a une dynamique familiale qui en est propre. Il faut que l'intervenant soit capable d'avoir cette vision d'ensemble pour être capable de vraiment bien aider les parents. Finalement, il y a aussi les enjeux du contexte organisationnel qu'il faut considérer si on veut pouvoir offrir des services qui sont optimaux à ses parents. En ce moment, il n'y a pas de corridor de services clair pour ses parents. Donc, et en plus, ils sont les professionnels qui les rencontrent au quotidien, pas au quotidien, mais les professionnels qui les rencontrent plus fréquemment pendant leur grossesse, comme les médecins ou les sages-femmes de suivi de grossesse, sont pas nécessairement habilités à identifier les signes d'un parent qui pourrait avoir des difficultés puis qui s'apparenterait à des traits de personnalité limite. Donc, même dans un premier ordre d'idée, les intervenants qui les voient au quotidien, comme dans les salles d'accouchement ou les médecins de famille, n'ont pas nécessairement les outils pour les identifier. Et une fois qu'ils les identifient, c'est pas clair où qu'on peut les référer, ces parents-là. Donc, ça serait important d'établir un corridor de services clair pour pouvoir les identifier dès la période périnatale, puis pouvoir intervenir dans cette période-là qui est vraiment charnière. Également, pour plusieurs parents interrogés, la période périnatale, ça va être une période de grande instabilité au niveau personnel, des émotions, de l'identité, au niveau d'instabilité relationnelle, au niveau d'instabilité du logement même. Donc, il faut avoir des mécanismes pour pouvoir leur permettre d'avoir une certaine stabilité ou encore une certaine, un certain apaisement avant qu'ils soient disponibles à participer dans de telles interventions, comme le programme Mon enfant et moi. D'autres éléments du contexte organisationnel qui vont faire obstacle à une bonne implantation des pratiques avec ces parents-là, c'est que la grossesse est fréquemment cachée. Donc, la majorité des intervenants ont rapporté que souvent, ils ne savaient pas que leurs clients sont enceintes ou qu'ils l'ont su vraiment tard dans la grossesse. Pourquoi? Plusieurs parents avaient peur de se faire retirer la garde de l'enfant, donc préféraient essayer de passer sous le radar. Donc, en tant que contexte organisationnel, en tant qu'organisation, c'est important qu'on développe des pratiques où les parents se sentent en confiance, où les parents se sentent épaulés, qu'on n'est pas là pour
leur enlever la garde de leur enfant. Donc, c'est important de réfléchir des services organisationnels où le parent se sent en sécurité émotionnellement. Euh, un autre défi, c'est que ces parents-là se retrouvent entre la pédiatrie et la santé mentale adulte. Et souvent vont tomber entre deux chaises parce que ben, les services en pédiatrie peuvent dire, ben, non, le trouble de personnalité limite, c'est vraiment la santé mentale adulte, donc c'est pas notre ressort. Tandis que la santé mentale adulte va dire, ben, nous, on s'occupe pas des enfants, nous, on s'occupe des adultes. Donc, qui, qui est là pour les soutenir dans leur parentalité qui est affectée puis teintée par le trouble de personnalité limite? Et également, ces services-là sont dans des directions qui sont différentes par des intervenants qui sont différents. Donc, le partage de connaissances, le partage d'expertise entre les intervenants ne se fait pas nécessairement. Donc, c'est difficile de trouver des intervenants qui se sentent assez confiants puis assez outillés pour intervenir sur les deux plans à la fois. Le dernier enjeu organisationnel qu'on a relevé pour l'implantation d'une telle intervention, c'est que même s'il représente un petit nombre des parents, il représente quand même une grande utilisation des services. Mais puisque c'est peu de parents, ça peut être difficile de dire pour un programme qui vise les parents de façon générale, oui, on va investir toutes ces ressources-là pour ce petit groupe de parents-là qui est représenté par les parents qui ont le trouble de personnalité limite, et combiné avec le fait qu'ils se retrouvent entre deux chaises, donc entre les services de pédiatrie et les services de santé mentale adulte. Pour plusieurs organisations, c'est difficile de voir ben, à qui revient la facture de ces interventions-là. Et ça, c'est une barrière, malheureusement, à l'implantation des services de qualité. Donc, en terminant, je voudrais remercier pour leur soutien financier l'UQTR, l'UJD et l'Ordre des ergothérapeutes du Québec.